Et si nous parlions un peu de mucoviscidose? La mucoviscidose, c'est une maladie d'origine génétique. On naît avec la mucoviscidose, enfin du moins cette maladie qui se déclenche assez rapidement est due en fait à un défaut de fonctionnement d'une certaine protéine. Mais si on regarde une personne qui est atteinte de la mucoviscidose, on regarde ce que l'on appelle le phénotype. Le phénotype, il peut être représenté par exemple à 4 niveaux. Au niveau de l'organisme, au niveau des organes. Là par exemple dans le cas de la mucoviscidose, l'organe touché, ce sera en priorité le poumon, enfin les poumons. On peut parler d'échelle cellulaire et d'échelle moléculaire. Donc nous verrons à l'échelle moléculaire qu'il y a un défaut de fonctionnement d'une certaine protéine que l'on va appeler protéine CFTR. Et comme cette protéine provient de la traduction d'un ARN messager qui est la copie, entre guillemets, d'un gène, et qui sera le gène en l'occurrence, par exemple, que l'on va appeler grand A, et qui est à l'origine de la biosynthèse de cette protéine. Donc cette protéine correspond à une expression, l'expression d'un gène, et elle représente donc le phénotype moléculaire. C'est-à-dire la plus petite partie du phénotype, entre guillemets, qui va induire des conséquences au niveau cellulaire et au niveau de l'organisme. Alors si on regarde le phénotype d'une personne qui est atteinte de la mucoviscidose, on voit que cette personne, elle tousse. On constate également qu'elle a des expectorations et que cette personne essaie de cracher à l'extérieur quelque chose qui se trouve dans sa gorge et qui provient en fait de ses poumons. Ces poumons sécrètent un mucus qui est épais, et l'épaisseur de cette... Ah, il y a des moustiques. Donc le fait que ce mucus soit épais fait que l'air qui devrait passer dans les bronches, eh bien, a beaucoup de mal à passer. Alors dans les cas sévères, on a ce que l'on appelle une insuffisance respiratoire, et cette insuffisance respiratoire est une urgence médicale, puisqu'il faut dans ce cas-là avoir recours à ce que l'on appelle l'oxygénothérapie, c'est-à-dire la thérapie par un apport d'oxygène. Cet oxygène, évidemment, étant apporté en milieu médical. Il suffit de mettre un masque à la personne qui a des problèmes, et dans ce masque, il y a une inspiration d'oxygène. Alors, concernant les expectorations, donc la personne qui est malade va tousser pour essayer d'évacuer ce mucus. Mais c'est pas si facile, c'est pas toujours évident, surtout s'il s'agit d'un enfant. Et quelquefois, il faut avoir recours au kinésithérapeute, et on parle de kinésithérapie. Donc la kinésithérapie, c'est donc un kiné qui va, par des petits mouvements de tapotement, etc., des mouvements que seuls les spécialistes peuvent et savent faire, vont faire en sorte que le mucus, tout doucement, va s'évacuer vers l'extérieur. Voilà pour le phénotype. Alors, je ne dis pas tout, mais il y a d'autres symptômes également. Donc voilà, une personne qui a des problèmes respiratoires, en fait, souffre évidemment, et sa principale préoccupation, c'est de bien respirer. Maintenant, si on regarde au niveau du phénotype
au niveau de l'organe, au niveau des poumons eux-mêmes. On peut faire une coupe de poumons et plus spécifiquement, une coupe par exemple de oui, donc il y a du bruit dans la forêt, c'est pour ça que j'ai fait une pause. Donc une coupe de bronches. Alors les bronches, vous pensez par exemple à un tuyau. Je fais quelques petits réglages. Vous pensez à un tuyau d'arrosage. De quoi est constitué le tuyau d'arrosage? Eh bien, il y a la paroi et au milieu, il n'y a rien. Il y a du vide. Et ce vide s'appelle la lumière. Alors, c'est pas vraiment de la lumière, mais on l'appelle comme ça, c'est la lumière. Donc, si vous prenez un tuyau d'arrosage, vous allumez, vous ouvrez le robinet et de l'eau va couler dans ce vide qui, de ce fait-là, ne sera plus vide. Donc, si vous laissez, imaginons que cette eau, ce soit de l'air. Donc, vous ouvrez le robinet, l'eau coule sans problème. Donc, imaginons que ce soit de l'air, l'air va couler sans problème. Maintenant, imaginons que dans ce tuyau, vous mettiez une substance très épaisse, par exemple du miel très épais ou une autre substance de votre choix, de la farine par exemple, etc. Et vous ouvrez l'eau et vous essayez de faire en sorte que le débit dans le tuyau soit optimal, c'est-à-dire que l'eau s'écoule correctement. Là, vous comprenez bien que la présence d'une substance à l'intérieur du tuyau va faire que l'eau va couler moins vite. Donc imaginons qu'il y ait de l'air dans le tuyau et que vous mettiez des substances, évidemment, ces substances vont empêcher la bonne circulation de l'air. Eh bien les bronches, c'est un peu le même principe. Vous avez une bronche, vous avez de la lumière, c'est-à-dire rien à l'intérieur, et s'il n'y a rien à l'intérieur, c'est plutôt mauvais signe, parce qu'en fait, les bronches sont en permanence remplies d'air. Vous inspirez, vous expirez, sans vous arrêter, sans jamais vous arrêter. Et même si vous vous arrêtez, il y a toujours de l'air dans les poumons, donc dans les bronches. Alors il y a les bronches, bronchioles et alvéoles pulmonaires. Là je parle, on fait une coupe de bronches par exemple, même de bronchioles, c'est un peu le même principe. Donc on regarde cette coupe sur une personne saine et sur une personne qui est atteinte de la mucoviscidose. Pour la personne saine, vous vous attendez à... Alors si on fait une coupe, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que prenez par exemple le tuyau d'arrosage. Vous coupez un petit morceau de ce tuyau. Vous obtenez quoi? Un cylindre. Si vous coupez ce cylindre dans le sens de sa longueur, vous obtenez une coupe longitudinale. Et vous avez par exemple, donc si vous regardez cette coupe d'une certaine façon, vous avez un rectangle. Maintenant, si vous coupez ce tuyau transversalement, ça veut dire que si vous regardez ce tuyau d'une certaine façon, vous allez avoir un cercle. Eh bien, on fait une coupe transversale d'une bronche et on regarde un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire, on regarde si on voit bien la lumière de cette bronche ou si au contraire il y a des problèmes. Alors cette bronche, qui est une espèce de tuyau, il y a de l'air à l'intérieur, mais si on fait une coupe, on considère que cet air remplit un espace qu'on appelle la lumière. Donc la lumière laisserait passer l'air et on voit que pour une personne saine, cette coupe est tout à fait normale. Au niveau de la paroi, parce qu'il y a la paroi du tube, de la bronche, les bronches, et au niveau des parois, au niveau de la paroi, il y a la paroi interne et il y a la paroi externe. La paroi interne est directement en contact avec la lumière. Donc l'aspect de la paroi paraît tout à fait normal et l'intérieur, c'est la lumière. Au niveau de la lumière de la bronche, il n'y a pas de problème non plus. Maintenant, si on regarde une coupe
de bronche d'une personne qui est atteinte de la mucoviscidose, il y a de grandes chances que l'on voit dans la lumière quelque chose, et ce quelque chose qui est épais, en fait, s'appelle du mucus. Alors le mucus, s'il est fluide, il s'écoule facilement, c'est-à-dire qu'il va être expulsé vers l'extérieur. Lorsque la personne va tousser, par exemple, si le mucus est relativement fluide, alors pas trop épais, la personne peut évacuer ce mucus à l'extérieur. Mais si ce mucus est trop épais, la personne aura beau tousser, le mucus ne va pas pouvoir partir, donc sortir à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que dans les bronches, on ne peut pas contrôler en fait. On peut contrôler ce que l'on a dans la gorge. Si par exemple vous crachez, vous avez un crachat, c'est vous qui l'avez décidé que vous avez un crachat. Mais dans le cas si on prend l'ensemble des bronches et des bronchioles, on ne peut pas avoir accès à tout ce qui est en profondeur. D'où l'intérêt des mouvements que le kiné fait de temps à autre, qui va inciter ce mucus à progresser tout doucement dans les voies, au niveau des bronches. Alors, donc, il y a donc au niveau de la personne qui est atteinte de la mucoviscidose, donc des bronches qui sont obstruées par un mucus épais. Donc c'est très gênant évidemment et ça peut conduire, vous l'avez compris, à ce que l'on appelle une insuffisance respiratoire. Alors vous allez me dire, maintenant, si la personne reçoit de l'oxygène, si on parle d'oxygénothérapie, si tout est bouché, comment est-ce que l'oxygène va faire pour atteindre les alvéoles pulmonaires en passant par des bronches et des bronchioles qui sont bouchées? Et vous avez raison de poser la question, c'est un réel problème. Bon. Alors, en général, tant qu'il n'y a pas... en général, tout n'est pas bouché. Donc il y a quand même des lieux de passage. Vous imaginez une autoroute où il y a des bouchons avec des voies accessoires, des voies secondaires. Bon, tout n'est pas toujours bouché. Bon. Maintenant, on se dit, il y a du mucus, comment faire pour l'enlever et d'où est-ce qu'il provient ce mucus? Donc on va essayer de comprendre d'où provient ce mucus et pourquoi le mucus est épais alors que pour les personnes qui ne sont pas atteintes par cette maladie, le mucus est plutôt fluide et lorsqu'il est sécrété, peut être évacué sans problème à l'extérieur. Les problèmes, un peu les mêmes problèmes peuvent se poser lorsque quelqu'un a de l'asthme. Bon, c'est pas la même chose, les symptômes sont encore différents, mais se rapprochent quand même un petit peu du fait que, dans le cas de l'asthme, on va avoir en plus une inflammation d'une muqueuse, en fait, et une inflammation, et puis en fait, on va avoir des problèmes qui ressemblent un petit peu à ceux de la mucoviscidose. Donc si on regarde, je reviens un petit peu sur le phénotype macroscopique. On a dit, si on regarde au niveau des poumons, donc il y a une gêne, etc. Mais au niveau du foie, il y a également des symptômes, enfin des signes au niveau de la vésicule biliaire. La bile n'est pas sécrétée correctement. Or, la bile, elle est chargée de dissoudre les graisses. Bon, je n'explique pas le mécanisme. Et de ce fait-là, les graisses ne pourront pas... Enfin, ça va inciter la personne à grossir en tout cas. Les graisses vont être utilisées pour, d'une manière qui n'est pas habituelle, alors qu'elles devraient être digérées dans le tube digestif. Bon, c'est une petite parenthèse. Au niveau du foie, il y a quelques petits problèmes, donc, au niveau de cette bile. Ensuite, au niveau du pancréas, certaines enzymes digestives pancréatiques ne vont pas être produites non plus, donc il va y avoir encore des problèmes qui vont s'ajouter. Bon, voilà, il y a d'autres problèmes par-ci, par-là encore. Donc voilà, on en est à notre mucus. Je vais monter encore un peu.
notre mucus. Donc vous imaginez une bronche, il y a du mucus à l'intérieur. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a du mucus épais à l'intérieur. Alors comment est-ce qu'on va faire? On peut déjà regarder la structure un petit peu plus en détail d'une petite portion de bronche. On regarde un petit peu ce qui se passe. La paroi interne d'une bronche est constituée par des cellules, évidemment. Et ces cellules forment une petite surface, elles sont agencées les unes à côté des autres, et elles forment ce que l'on appelle un épithélium. Donc il s'agit là de cellules épithéliales qui ont une partie basale et une partie apicale. Et au niveau de cette partie apicale, il y a des cils, des espèces de cils qui sont capables de vibrer, donc d'induire, enfin de faire des mouvements d'ondulation. Ils ondulent en fait, ils vont et viennent. Donc étant donné que la paroi interne de la bronche est constituée par beaucoup de cellules épithéliales, ça forme une espèce de tapis de cils qui vont vibrer à droite et à gauche. Alors évidemment, ces cils sont en regard directement de la lumière, enfin sont au contact de la lumière. Donc si vous imaginez, vous inspirez, une personne normale inspire, lorsque vous inspirez, il arrive quelquefois que vous inspirez des particules. Donc ces particules qui entrent avec l'air plus ou moins profondément dans les bronches, bronchioles et alvéoles, eh bien, se trouvent déposées sur les cils. Et comme les cils vont vibrer, vont pas vibrer mais avoir des mouvements d'ondulation, vous pensez lorsque vous inspirez, expirez, ça va, si vous prenez par exemple sur la pelouse, vous vous amusez à souffler très fort sur une touffe d'herbe, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien la touffe d'herbe va aller dans un sens, et si vous arrêtez de souffler, elle va dans l'autre sens. Donc si vous soufflez un sens, si vous aspirez un autre sens, parce que lorsque vous inspirez, le mouvement d'air se fait dans l'autre sens. Vous forcez les choses. Donc vous imaginez ce tapis de cils qui va vibrer, qui va avoir un mouvement d'ondulation. Donc si une particule se dépose sur les cils, elle va être tout doucement évacuée vers l'extérieur, et lorsque vous allez expirer, si la particule est toute petite, eh bien elle part directement à l'extérieur. Mais si les particules sont plus grosses et en plus grande quantité, le fait de cracher par exemple les expulse à l'extérieur. Autre problème, alors évidemment si le mucus est très épais, il se dépose sur les cils et l'évacuation des particules ne va pas être possible. Non seulement l'évacuation du mucus n'est pas possible, mais en plus l'évacuation des particules qui vont s'accumuler n'est pas possible non plus. Autre problème, c'est que pour une personne qui possède un mucus épais au niveau de la lumière des bronches, ou bon, pas forcément dans toute la lumière, mais une partie de la lumière, eh bien ça peut être le fait d'inspirer par exemple des bactéries. Lorsqu'une personne est malade, vous savez qu'elle peut contaminer les autres, en toussant par exemple, ou de différentes façons. Donc lorsque vous inspirez, vous pouvez inspirer des bactéries. Alors si les bactéries ne sont pas pathogènes, ça ne pose pas de problème. Par contre, si les bactéries sont pathogènes, on dit pathogènes, en fait ça veut dire qu'elles vont provoquer une inflammation, enfin des problèmes en tout cas, et vu que le système immunitaire va réagir, vous savez que le système immunitaire, il réagit en deux étapes. Donc il y a des réactions rapides qui mettent en place des solutions d'urgence, entre autres l'inflammation en fait partie. Et donc il y a des mécanismes dont je ne parlerai pas ici, évidemment. Mais donc vous pouvez avoir une inflammation due à des bactéries, et je disais que les bactéries mettent en place, pas les bactéries mais le système immunitaire met en place donc, des réactions rapides, et si ça ne suffit pas, si l'infection se poursuit, donc, eh bien ça veut dire que des réactions lentes vont se mettre en place avec sécrétion d'anticorps, etc. Donc, il y a tout un mécanisme très intéressant, je n'en parlerai pas ici, mais dans un autre cours évidemment.
Donc vous inspirez des particules, des bactéries qui vont se déposer sur un mucus qui est épais. Alors évidemment, ça pose un problème parce que vous allez avoir une inflammation. Les bactéries vont se multiplier et à votre avis, il va se passer quoi? Eh bien, ça veut dire que la partie interne de vos poumons va se dégrader tout doucement à cause des bactéries. Les bactéries vont s'attaquer à l'épithélium, donc qui repose sur la paroi interne des bronches. Donc, il faut faire ce que l'on appelle une thérapie par des antibiotiques. Mais comment faire arriver un antibiotique à un endroit qui est bouché? C'est tout un problème. Bon. Donc l'oxygénation, lorsque l'on met un masque, on peut faire en sorte qu'il y ait des micro-gouttelettes lorsque vous inspirez très fort qui vont arriver dans l'arbre bronchique et puis avec un petit peu de chance, cet antibiotique va atteindre les bactéries et tenter de les détruire. Bon, vous voyez, c'est pas simple, hein. Il y a de lourds problèmes, de lourdes conséquences relatives à ce mucus. Le problème, c'est ce mucus. Il est épais, il faudrait le fluidifier. Alors vous allez me dire maintenant, mais comment est-ce qu'on peut fluidifier du mucus qui est épais? Puisque chez les personnes normales, le mucus se fluidifie sans problème. Et vous allez voir qu'après, la clé un petit peu du problème, elle est un petit peu là. Donc ce que je vous disais, qui tapissent la paroi interne des bronches, il y a des cellules épithéliales. Alors, dans ces cellules épithéliales, dans le cytoplasme de ces cellules, il y a des ions chlorure, Cl-. Et ce sont ces ions chlorure, en fait, qui fluidifient le mucus. Donc chez une personne normale, ces ions chlorure vont sortir des cellules épithéliales, côté apical, c'est-à-dire là où il y a des cils, et ensuite, ces chlorures, donc ces ions, Cl-, vont faire en sorte que le mucus devienne fluide. Donc là, vous comprenez que si le mucus est épais, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas, ou qu'il y a, mais il y a un problème au niveau des ions chlorure. Ça veut dire que ces chlorures, si ces ions sont dans la lumière, ils n'agissent pas sur le mucus. Mais s'ils ne sont pas dans la lumière, le mucus reste épais. Donc on ne sait pas trop c'est quoi le problème. En fait, le problème, on le sait très bien, en fait, c'est que les ions chlorure restent dans le cytoplasme des cellules épithéliales. Alors, c'est un gros problème. Comment faire? Pourquoi déjà ces ions chlorure restent dans le cytoplasme? Eh bien, la clé, une des réponses, va consister en la connaissance d'un mécanisme qui va faire que, eh bien, les ions chlorure ne peuvent pas sortir. Et là, on va parler tout à l'heure des protéines CFTR qui vont être déficientes. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont déficientes? Alors, après vous allez me dire, mais on parle d'ions chlorure. C'est une chose, on parle de cellules épithéliales qui possèdent des ions chlorure. On parle de cellules apicales, on dit il y a des cils, il y a du mucus épais, des particules qui arrivent, des bactéries, etc. Bon, ça pose des problèmes. Bon. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec cette protéine CFTR? Cette protéine représente en fait le phénotype moléculaire. La protéine résulte de l'expression d'un gène. Et ce gène, vous pensez bien qu'il va être déficient, qu'il va y avoir une mutation qui va faire en sorte que cette protéine ne sera pas fonctionnelle.
Oui, mais quel est le rôle de cette protéine? Eh bien, cette protéine, CFTR, que l'on trouve dans le cytoplasme des cellules épithéliales, donc ce sont les cellules épithéliales en fait qui produisent, grâce au mécanisme de la traduction, dont je dirais 2 mots tout à l'heure, donc ce sont ces cellules épithéliales qui produisent la protéine CFTR. Donc vous imaginez, dans le cytoplasme des cellules épithéliales, il y a un noyau. Dans le noyau, il y a des chromosomes, et sur les chromosomes, il y a des gènes, évidemment. Donc on a une molécule d'acide désoxyribonucléique avec son enchaînement de nucléotides. On parle de séquence de nucléotides, et on en parlera tout à l'heure. Maintenant, on revient un petit peu à la protéine. On sait que la protéine va résulter de l'expression d'un gène, on va dire le gène grand A. On va dire que ce gène, on sait qu'il sera déficient, il y aura une mutation, et on parlera alors de gène, alors pas de gène, mais plutôt d'allèle petit a. Donc le gène qu'on va appeler, on va dire CFTR, devra donner une protéine CFTR normale, et l'allèle grand A va donner une protéine normale, donc protéine CFTR normale, tout à fait normale, et le gène, l'allèle plutôt petit a, va donner une protéine qui sera anormale. Donc là, on va commencer à comprendre les choses, mais vous ne pouvez pas encore comprendre parce que je n'ai pas encore expliqué le mécanisme. Donc, vous vous placez à la partie apicale, c'est-à-dire là où il y a des cils. Vous regardez sur une coupe, alors c'est une coupe un peu spéciale, c'est un schéma par exemple, il y a ces protéines qui sont enfichées entre guillemets, donc qui sont mises, qui sont là dans la partie apicale, là où il y a les cils. Et ces protéines possèdent, alors je vais simplifier, possèdent dans leur centre un espèce de canal, et dans ce canal, les ions chlorure vont passer. Donc là, je pense que vous comprenez que les ions chlorure vont passer du cytoplasme à la lumière. Donc ils vont aller vers la lumière en passant par le canal constitué que les protéines CFTR possèdent. Un peu comme si vous avez une substance, vous avez une matière et vous faites un trou au milieu et puis vous pouvez faire passer des choses. Et là c'est pareil, vous avez une protéine qui est fixée au niveau de la partie apicale des cellules épithéliales, et ces protéines CFTR laissent passer et font passer, alors font ou laissent passer, on ne peut pas le savoir pour l'instant, mais en tout cas font en sorte qu'elles laissent passer les ions chlorure. Donc les ions chlorure, chez une personne qui n'a pas la mucoviscidose, vont arriver sur le tapis constitué par les cils qui ondulent, qui peuvent onduler sans problème. Et le mucus, du mucus arrive ici, et ce mucus les ions chlorure vont faire en sorte que ce mucus va se fluidifier. Alors après vous allez me dire, mais le mucus il est là, mais il vient d'où? Eh bien si on regarde toujours une coupe de la paroi interne d'une bronche, on s'aperçoit que, alors il y a, vous vous souvenez, une couche de cellules épithéliales, et bien entre certaines cellules épithéliales, il y a une espèce de renfoncement, une invagination, ou évagination, vous dites comme vous voulez, selon que vous allez à l'intérieur ou à l'extérieur, mais là donc on parle d'invagination, un peu comme un espèce de trou qui va se former, et au niveau de ce trou, il y a tout autour des cellules. Alors, cellules épithéliales, plus ou moins épithéliales, en fait, et donc il y a à l'intérieur des cellules qui ne sont pas apicales, qui n'ont pas de cils vibratiles,
et qui vont, donc ces cellules qui forment l'ensemble de cellules, l'ensemble des cellules dans cette invagination va former ce que l'on appelle une glande. C'est-à-dire qu'il y a un espace vide à l'intérieur avec des cellules tout autour et les cellules vont sécréter un mucus. Et vous avez compris que ce mucus produit par cette glande va passer à l'extérieur. Et l'extérieur, c'est où? Eh bien, c'est dans la lumière de la bronche, donc des bronches. Donc là, vous avez compris l'origine du mucus. Le mucus, alors vous allez me dire après, eh bien, si on traitait les glandes, si on supprimait les glandes, il n'y aurait plus de mucus. Bon, très compliqué, c'est un gros problème. On ne peut pas imaginer d'empêcher le rôle des glandes. On ne peut pas empêcher les cellules de fabriquer du mucus. Bon, donc voilà. Donc ce mucus, il est dans la lumière des bronches. Il se dépose sur un tapis de cils qui ne possède pas les ions chlorure. Pourquoi? Parce que la protéine CFTR ne laisse pas passer les ions chlorure du cytoplasme vers la lumière. Donc le mucus est là, il est bien sécrété par les glandes, mais le problème c'est quoi? Eh bien le problème c'est que il n'y a pas d'ion chlorure. Donc voilà, la protéine CFTR, dont le rôle est de faire passer les ions chlorure, n'a plus ce rôle. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien les ions chlorure vont s'accumuler dans le cytoplasme. Les protéines CFTR qui continuent à être exprimées par le gène CFTR vont s'accumuler également dans le cytoplasme. Alors pour ça, on peut faire une coupe. Sur une coupe, on peut voir donc deux coupes de tubes de bronches, je veux dire, et on voit qu'il y a une fluorescence. Cette fluorescence repère les protéines CFTR. Dans un tissu normal, dans une bronche normale, en fait, on voit que cette fluorescence qui est jaune forme un liseré au niveau de la partie apicale des cellules épithéliales. Et on voit bien que ça correspond à la localisation des protéines CFTR donc localisation des protéines CFTR donc à la partie apicale. Voilà. Et là, on imagine, sans le voir, que les ions chlorure vont passer sans problème du cytoplasme vers la lumière. Et donc fluidifier le mucus qui sera produit par les glandes qui sont insérées entre les cellules épithéliales. Maintenant, si on regarde la coupe, donc la fluorescence au niveau d'une personne qui a la mucoviscidose, on s'aperçoit qu'il y a du jaune partout, aussi bien dans le cytoplasme que dans la partie apicale, que partout. Donc ça veut dire que les protéines CFTR sont bien là, elles sont bien présentes et en très grande quantité, mais qu'elles ne sont pas alignées, entre guillemets, au niveau de la partie apicale. Elles sont partout, donc elles vont s'accumuler. Elles vont être dégradées, elles vont disparaître. Bon. Mais elles continuent à être produites, donc elles sont dégradées et en même temps elles sont produites, parce que les mécanismes de la traduction se poursuivent, c'est-à-dire que le gène CFTR continue son expression. Donc à exprimer les protéines, c'est-à-dire le phénotype moléculaire. Donc voilà, vous avez compris beaucoup de choses. C'est que si on fait un mini bilan, avant de voir quelle est la cause de la non-efficacité de cette protéine CFTR, donc on va voir que c'est une cause génétique, il y a une cause et après il y a des faits qui vont faire qu'on va remonter l'histoire de quelque chose pour comprendre l'origine du problème. Donc là pour l'instant on a bien avancé, mais on n'a pas encore vu, on n'a pas encore décrit la cause génétique. Mais on sait que c'est en rapport. Voilà, on va l'expliquer après. Donc là si on fait un mini bilan, personne normale, c'est-à-dire pas mucoviscidose. Les bronches sont normales. Il y a du mucus produit par les glandes. Ce mucus arrive dans la lumière.
les cils sont là, les ions chlorure arrivent, pourquoi? Parce que les ions chlorure passent donc du cytoplasme des cellules épithéliales vers la lumière. S'il y a du mucus, eh bien, ces ions chlorure vont faire en sorte que le mucus va devenir fluide et donc ça va lubrifier donc la paroi interne des bronches et ça va faciliter la respiration, en fait, l'inspiration, l'expiration. Et puis s'il y a des particules qui se déposent, des bactéries, etc., eh bien, le fait qu'il y ait une fluidification, ça va entraîner les particules, entraîner les bactéries, un peu comme si vous mettez dans une rivière, vous mettez une branche morte, etc. Eh bien, le flux d'eau va entraîner les particules qui sont en surface. Bon. Donc voilà. Après, pour la personne qui a la mucoviscidose, eh bien, les protéines CFTR restent dans le cytoplasme mais ne vont pas se mettre dans la partie apicale et de ce fait-là, les ions chlorure ne vont pas pouvoir sortir. Le mucus qui continue à être produit reste épais, parce que c'est un mucus épais que les glandes produisent. Donc le mucus reste épais, n'est pas fluidifié, il n'y a pas d'ion chlorure, donc c'est normal. Et donc du coup, s'il y a des particules, des bactéries, etc., elles vont parvenir à certains endroits, mais ne pourront pas être évacuées. Donc tous les problèmes qui sont accessoires dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, maintenant, on a dit, bon, la protéine CFTR, c'est quoi? C'est une protéine. C'est quoi une protéine? C'est un assemblage d'acides aminés. Alors, il y a 20 acides aminés. Petite parenthèse, c'est que sur une certaine météorite, on a trouvé une centaine d'acides aminés. Donc, pour la petite histoire, hein, ça laisse à réfléchir. Ça permet de réfléchir sur une vie extraterrestre éventuelle qui aurait pu se développer d'une autre façon. Vous imaginez, bon, 20 acides aminés, nous on utilise nos 20 acides aminés pour construire les protéines, et bon, bref, c'est une parenthèse. Alors, donc on a dit que une protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés. Donc vous pouvez avoir des protéines fonctionnelles, la fonction peut être une fonction enzymatique, mais vous pouvez avoir des protéines structurales qui vont contribuer à la structure de la matière, donc, des êtres vivants, et qui peuvent, comme dans le cas de la protéine CFTR, avoir pour rôle de faire passer en tout cas les ions chlorure. On parle alors de protéines canal, de protéines CFTR qui sont des protéines canal. Alors je dis donc, une protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés. Un acide aminé, c'est une molécule un petit peu spéciale qui possède un radical et une fonction COOH et une fonction NH2. Donc, acide aminé, fonction carboxylique acide COH et fonction aminé, donc c'est donc NH3 par exemple. Alors ça dépend de ce qui se passe au niveau des valences, etc. Bon, bref. Un gène qui s'exprime. Comment est-ce qu'un gène peut s'exprimer? Eh bien, dans le noyau des cellules, il y a des chromosomes. Au niveau des chromosomes, alors chez l'homme, il y a 23 paires de chromosomes, et au niveau du chromosome numéro 7, il y a un gène que l'on va appeler le gène CFTR. Ce gène CFTR va être à l'origine de la protéine CFTR. Ce gène CFTR, c'est de l'ADN. C'est une séquence d'ADN, enfin c'est une séquence de nucléotides, et la séquence de nucléotides constitue la molécule d'ADN. Le gène CFTR contient une certaine séquence de nucléotides, un certain nombre de nucléotides, et dans ce nombre de nucléotides, il y a des triplés, c'est-à-dire qu'on va compter par 3 les acides aminés qui sont juxtaposés, donc qui sont côte-côte, pas les acides aminés, les nucléotides, hein, attention. Donc les nucléotides qui sont juxtaposés les uns à côté des autres, eh bien, vous prenez des groupes de 3 nucléotides, on a des triplés. Seulement, cet ADN, il est précieux, ces chromosomes sont précieux et ne doivent jamais sortir du noyau. Bon, ce qui est un peu faux, parce qu'il y a des mécanismes où les chromosomes sortent, mais bon, on va dire que le noyau, c'est un lieu
qui va permettre de protéger les chromosomes qui ne doivent pas sortir. Donc ça veut dire que le gène CFTR est localisé quelque part sur le chromosome numéro 7 et ne doit pas sortir du noyau. Alors il faut, moyen astucieux qu'a mis en place l'évolution, il faut créer des copies de ce gène. Et lorsqu'on crée une copie du gène, on parle alors d'ARN messager, acide ribonucléique, alors que l'ADN c'est l'acide désoxyribonucléique. Donc l'acide ribonucléique est un messager du gène. Alors il y a un mécanisme de ce qu'on appelle la transcription qui permet de comprendre comment on passe du gène au niveau de l'ADN à un ARN messager. Donc qui est le messager du gène. Donc on a l'ARN messager qui est messager du gène CFTR. Et cet ARN messager, lui, peut sortir du noyau, et d'ailleurs il sort du noyau pour se retrouver dans le cytoplasme. Et selon un mécanisme que l'on appelle la transcription, eh bien ce gène, cet ARN messager va, suite à la traduction, qui est un mécanisme, je n'en parlerai pas ici, mais suite à la traduction, donc grâce à un code génétique en fait, eh bien va se transformer, va faire en sorte qu'on va avoir une protéine qui sera synthétisée, puisque la traduction correspond à la biosynthèse des protéines. Bio parce que c'est dans un corps vivant, et synthèse parce qu'on fabrique une protéine. Donc la traduction conduit à la biosynthèse de la protéine. Alors au niveau de l'ARN messager, comme on avait dit qu'au niveau de l'ADN il y a des triplés, c'est-à-dire des groupes de 3 nucléotides qui sont juxtaposés, et si on regarde toute la séquence du gène, on a un certain nombre de triplés, alors qui dépassent les 511, vous allez voir pourquoi après je parle de 511, et plus spécialement il faudra comprendre 507 et 508. C'est la position, ce sera la position des triplés. Et donc à chaque triplet correspond un codon de l'ARN messager. Et ce codon va coder pour un acide aminé particulier. Ça veut dire que 3 nucléotides, alors pour l'ADN ce sera au niveau des triplés A, T, C, G, mais pour l'ARN messager on n'a pas de T, c'est-à-dire on n'a pas de thymine, on a simplement uracile on va dire. Donc le T est remplacé par le U. Bon, c'est une spécificité des ARN messagers. L'ADN c'est un double brin, double hélice d'ADN, alors que l'ARN messager est monocaténaire, c'est-à-dire un seul brin. Il y a une structure primaire, entre guillemets, structure primaire, on parle souvent de structure primaire au niveau des protéines. Eh bien, la séquence des nucléotides de l'ARN messager sont divisés en codons, c'est-à-dire en groupes de 3 nucléotides. Et chaque codon va coder, selon ce que l'on appelle le code génétique, donc va coder pour un acide aminé particulier parmi les 20 acides aminés. Alors, si on regarde les 2 allèles, donc on a le gène CFTR, on a dit, et il a 2 allèles, tout à l'heure je vous en ai parlé. L'allèle grand A, on va dire, qui est l'allèle normal, on dit allèle sauvage, c'est-à-dire celui qui est le plus représenté dans la nature, et qui conduit à des personnes tout à fait saines. Et on a l'allèle petit a qui va présenter une déficience. Un allèle c'est quoi? C'est une version d'un gène, une version particulière d'un gène. Par exemple pour le gène CFTR, on a 2 allèles, grand A et petit a. Alors, maintenant que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que je vous ai parlé de 507, 508? Alors, si on regarde la position au niveau de l'ADN, position 507 des triplés, on a une certaine séquence. Alors, on va dire, alors, il ne faut pas que je me trompe parce que je crois que c'est T. Alors, au niveau de la position 507, la localisation, ça doit être TCC. Et pour la position 508, alors vous m'excuserez si ce n'est pas TCC, j'ai un petit doute tout d'un coup. Alors je sais que le 3e c'est le C, mais TT, oui, je crois que c'est TCC. Et en position 508, on a TTT. Et on va écrire en rouge le C
de l'allèle normal en position 507. Vous voyez, s'il y a TCC, le troisième, C, on l'écrit en rouge. Vous imaginez dans votre tête, le C est en rouge, donc la cytosine est en rouge. Et en position 508, on met TTT, donc thymine 3 fois, et on écrit en rouge également. Et tout le reste, vous écrivez en noir. Enfin, pas vous écrivez, mais tout le reste, on va dire, est en noir. Ça veut dire TC en noir, le C en position 507, donc troisième nucléotide du codon en position 507 en fait, et le TTT en rouge également en position 508. Et on a donc, selon le code génétique, la traduction du codon TCC en acide aminé donnera l'acide aminé isoleucine. Et ensuite, l'acide aminé qui résultera de la traduction du codon, donc du triplet TTT au niveau de l'ADN. Alors attention, au niveau de l'ARN, c'est pas la même chose, c'est pas la même séquence de nucléotides, puisqu'il y a une conversion à faire que je ne fais pas ici. Moi, je pars directement du triplet de l'ADN. Donc on aura TTT et donc la traduction de ce TTT suite à ce qui va se passer au niveau de l'ARN messager va donner un acide aminé que l'on va appeler la phénylalanine et que l'on va écrire en rouge aussi. Donc l'acide aminé, vous vous souvenez, c'est la phénylalanine. Donc comme on est dans le cas de l'allèle sauvage, c'est-à-dire l'allèle qui est normal, eh bien on aura bien la phénylalanine qui va constituer, donc qui va s'insérer dans la séquence normale de la protéine CFTR qui résulte de l'expression du gène, donc de l'allèle grand A. Maintenant, dans le cas de la personne qui est atteinte de la mucoviscidose, on a dit c'est l'allèle petit a. Il va y avoir une déficience. Tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai dit, on va mettre le C en rouge et TT en rouge. Et vous remarquez que là, on a 3 nucléotides. Eh bien, ces 3 nucléotides en rouge vont être éliminés. Il va y avoir ce que l'on appelle une délétion de 3 nucléotides, et 3 nucléotides correspondent à un triplet, en fait. Donc un triplet va disparaître. Et donc ce qui reste, en fait, en position 507, c'est, alors tout à l'heure on avait TCC, alors c'est embêtant parce que je crois que c'est embêtant parce que j'ai un petit doute sur le nucléotide. Alors après, vous allez dire, le prof s'est trompé. Effectivement, alors attendez, je réfléchis 30 secondes. On avait bien TCC, je vous ai bien dit qu'on enlève le C, on met en rouge donc on l'enlève, et après on a TTT. Alors pour TTT, je suis sûr, on a bien TTT en position 508, donc on enlève 2 T, il nous reste un seul T. Et là, je crois, on avait bien TCC en position 507, on enlève le C, il nous reste TC. Donc du coup, si on enlève CTT, il nous reste TCT. Et TCT code pour l'isoleucine. Donc on va avoir en position 507, l'équivalent de la position 507, on aura un TCT, on aura l'isoleucine dans la séquence de la protéine CFTR, mais on n'aura pas la phénylalanine. Voilà, donc quand on bascule après à la position 509, 510, 511, on a perdu 508. Et 3, donc dans un codon au niveau de l'ARN messager, attention, va coder pour un acide aminé, donc 3 nucléotides codent pour un acide aminé. Donc ça veut dire que on a le nombre d'acides aminés est 3 fois moins que le nombre de nucléotides de l'ARN ou de l'ADN évidemment. Et là on a perdu la phénylalanine. Et cette seule perte de la phénylalanine fait que la protéine CFTR ne va plus pouvoir se mettre sur la partie apicale des cellules épithéliales. Il y a un train qui passe. Et la seule absence de la phénylalanine,
explique la non-fonction normale de la protéine CFTR. Autrement dit, elle ne sera plus protéine canal, les ions chlorure ne pourront plus passer. Et là, vous avez compris que la mucoviscidose est bien d'origine génétique. C'est dû à une déficience d'une protéine qui elle-même provient de l'expression d'un allèle petit a qui ne donne pas, suite à la traduction de l'ARN messager, qui ne donne pas la protéine normale. La protéine, donc le phénotype moléculaire, est anormal en ce sens qu'il n'y a pas de phénylalanine, contrairement à la protéine normale, CFTR, chez un individu sain. Donc là, on a bien l'origine génétique, c'est qu'on a une délétion de CTT, 3 nucléotides de l'ADN, donc du gène. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu une délétion? Les mutations, ça arrive une fois de temps en temps, pour X raisons que l'on ne connaît pas ici. Donc ces 3 nucléotides ne sont plus présents et donc en conséquence la protéine, donc le phénotype moléculaire est anormal. Donc là vous avez tout à fait compris l'origine génétique, hein, donc on a pratiquement fini notre explication. Bon, voilà, alors maintenant qu'est-ce qu'on peut dire? On peut que faire le bilan. Maintenant on a bien compris que mucoviscidose, on a un patrimoine génétique. Alors pour être atteint par la mucoviscidose, en fait, il faut que la personne, au niveau du chromosome numéro 7, possède, puisque les chromosomes vont par paire, hein, on a des chromosomes homologues, il faut que les deux allèles soient petit a. Donc il faut qu'il y ait petit a, petit a. Grand A, l'allèle sauvage est dominant. Donc ça veut dire que grand A qui va s'exprimer va donner une protéine CFTR tout à fait normale, donc avec sa phénylalanine, en position, alors l'équivalent de la position 507, 508 au niveau de l'ADN, évidemment. Et une personne donc, qui est atteinte par la mucoviscidose, par exemple, on se dit, mais est-ce que je peux attraper la mucoviscidose? Déjà, donc non, évidemment. Mais une personne qui a la mucoviscidose et qui a des parents tout à fait normaux, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ces parents peuvent avoir un autre enfant qui ne sera pas atteint par la mucoviscidose? Eh bien, si un couple sain a un enfant qui est atteint par la mucoviscidose, ça veut dire que les deux parents ont transmis chacun un allèle petit a. Alors si on fait le tableau de croisement, on s'aperçoit que, alors pour l'homme, comme il est sain, il est obligatoirement grand A, petit a. La femme qui est saine est obligatoirement grand A, petit a également. Donc si on regarde les gamètes de l'homme au niveau des spermatozoïdes, 50% des spermatozoïdes de l'homme possèdent un allèle grand A et 50% possèdent un allèle petit a. Pour la femme, c'est pareil, 50% des ovules possèdent petit a et 50% des ovules possèdent grand A. Si on aligne ces allèles horizontalement et verticalement, donc horizontalement pour la femme par exemple et verticalement pour l'homme, on fait le tableau de croisement, on s'aperçoit que grand A peut s'associer avec grand A, donc on peut avoir un enfant qui soit grand A, grand A. Dans ce cas, le couple aura un enfant qui ne sera pas du tout atteint par la mucoviscidose évidemment et qui n'aura même pas l'allèle petit a. Donc c'est un individu tout à fait sain et qui possède les deux allèles grand A, grand A. Par contre, on peut avoir grand A du garçon donc un spermatozoïde grand A du garçon qui s'associe avec un ovule petit a de la femme. Dans ce cas, on aura un individu, donc un enfant qui sera non atteint par la mucoviscidose, mais qui sera porteur. Et comme il est non atteint, il est porteur sain. Et le couple qui a eu un enfant qui a la mucoviscidose, c'était pas, enfin au niveau de la combinaison génétique, l'enfant qui est atteint n'est pas grand A petit a ni grand A grand A. Troisième possibilité, si un spermatozoïde petit a s'associe avec un ovule petit a, on a dans ce cas
petit a pour l'enfant. Et dans ce cas, l'enfant sera atteint par la mucoviscidose. Alors si on regarde au niveau du tableau, on a une fois grand A, deux fois grand A, petit a. Alors une fois grand A, une fois, deux fois grand A, petit a. Donc ça veut dire qu'on a 75% de phénotype sain, en fait, mais alors on a un quart sain et non porteur, et la moitié des enfants seront sains mais porteurs de l'allèle petit a. Et un quart des enfants seront petit a, donc vont développer la mucoviscidose. Donc vous voyez que si les parents sont sains, et s'il y a un enfant porteur, automatiquement c'est obligé que la probabilité d'avoir un enfant est de 1 sur 4. Une malchance sur 4. Alors après, est-ce qu'un enfant qui est atteint par la mucoviscidose peut avoir, est-ce qu'un homme, une femme qui est atteint par la mucoviscidose peut avoir un enfant? Alors vous allez me dire après, eh bien oui, parce que il est petit a, et s'il se marie, s'il se met avec quelqu'un, donc imaginons c'est un garçon qui est petit a, mucoviscidose, donc il choisit une partenaire, une femme, qui est grand A. Alors vous allez me dire, il y a des enfants grand A, petit a, qui seront sains, et il n'y aura pas de problème. Et si la personne est grand A, eh bien l'enfant, alors je ne sais plus ce que j'ai dit, grand A, donc si la femme est grand A, les enfants seront grand A, petit a, ce seront des porteurs sains. Et si la femme est petite, alors pas petit a, bah si, pourquoi pas? Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'un enfant ne pourrait pas pourquoi est-ce qu'un adulte ne pourrait pas se mettre avec une personne atteinte de la mucoviscidose aussi? Eh bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un gros problème, c'est que 85% des personnes qui sont atteintes de la mucoviscidose possèdent un problème au niveau de l'urètre. L'urètre n'est pas fonctionnel. Autrement dit, ce sont des personnes quasiment stériles. Voilà, donc c'est un gros problème. Donc ça veut dire qu'une personne qui est atteinte par la mucoviscidose ne pourra pratiquement pas avoir d'enfant. Alors c'est un problème éthique, hein, après, de discuter, est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose, je n'entrerai pas dans ce domaine de réflexion. Bon, est-ce que j'ai fait le tour de l'explication? Là, vous avez compris, mucoviscidose, hein, vous ne verrez plus les gens qui possèdent la mucoviscidose de la même façon. Alors, c'est très rare de voir ces personnes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Problème d'origine génétique. Alors, on va passer, et je terminerai sur cette explication finale, sur ce résumé. On passe du génotype au phénotype. Le génotype correspond dans ce cas à un allèle qui va être déficient, que l'on appellera l'allèle petit a. Et par rapport à l'allèle normal, cette déficience sera due à une délétion de 3 nucléotides. Donc délétion de 3 nucléotides, donc une mutation. Et la conséquence au niveau de la traduction sera que la protéine CFTR, donc qui provient de l'allèle CFTR, anormal, muté, eh bien cette protéine sera anormale en ce sens qu'il va y avoir un acide aminé en moins, qui sera la phénylalanine. Et cette seule présence de phénylalanine, donc la phénylalanine en moins, donc la protéine CFTR, donc c'est quand on dit on passe du génotype au phénotype, la protéine CFTR, c'est bien le phénotype moléculaire. Et donc le phénotype moléculaire sera anormal. En conséquence, que va-t-il se passer au niveau des cellules? Eh bien, c'est que la protéine CFTR ne pourra pas se mettre dans la partie apicale des cellules épithéliales, du tube, d'une bronche, des bronchioles. Et de ce fait-là, les ions chlorure qui doivent passer pour aller dans la lumière afin de fluidifier le mucus qui est produit par des glandes qui sont enfichées entre guillemets entre les cellules épithéliales,
eh bien ces ions chlorure ne pourront pas passer et donc ne pourront pas fluidifier le mucus. Donc le mucus de ce fait-là va être épais et au niveau des bronches, en fait, il n'y aura pas ce mucus ne pourra pas être expulsé, d'où un problème évidemment de ces bronches vont être bouchées, plus ou moins bouchées. Alors ça dépend de l'âge, ça dépend de puisque l'espérance de vie, on va dire, c'est une cinquantaine d'années. Bon, c'est malheureux à dire, c'est comme ça. Et donc, à mon avis, quand on approche de la cinquantaine, les poumons sont de plus en plus bouchés, les problèmes sont de plus en plus graves. Donc, ce que je vous disais, c'est que le phénotype cellulaire, on l'a compris, hein, c'est qu'au niveau de la cellule, les ions chlorure ne peuvent pas sortir. Les cellules automatiquement vont accumuler la protéine CFTR, les ions chlorure. Bon, les protéines seront dégradées, mais elles continuent à être biosynthétisées, etc. Hein, parce que le gène continue à s'exprimer. Et puis au niveau donc, du phénotype des organes, évidemment les poumons ne seront pas fonctionnels. Hein, on aura au niveau du phénotype de l'organisme des toux, expectoration, difficultés respiratoires, etc., etc. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour du problème. Hein, on a vu que le patrimoine génétique n'est pas toujours très intéressant, du moins pour certaines maladies. La mucoviscidose en fait partie. Le cours est terminé. Merci.